Arrête d'essayer d'impressionner en parlant trop. Le respect ne se mendie pas avec des mots, ni ne s'achète avec des gestes exagérés. Il s'impose par la présence. L'arrogance silencieuse est ce pouvoir qui ne crie pas, mais qui se ressent, qui ne cherche pas l'approbation et pourtant attire l'attention. C'est le type de force qui dérange les faibles parce qu'ils ne peuvent pas la manipuler et qui inspire ceux qui apprécient le calme et la clarté. Dans un monde plein de voix qui se battent pour être entendues, celui qui maîtrise le silence devient impossible à ignorer. Il n'a pas besoin de se vanter de quoi que ce soit. Il n'explique pas chaque décision, ni ne justifie chaque mouvement. Son charisme naît de la stabilité émotionnelle et de la certitude de ne pas dépendre des autres pour se valider. C'est la différence entre prétendre être fort et l'être vraiment. Celui qui prétend parle, se vante et réagit à tout. Celui qui l'est reste silencieux, observe et agit avec précision. L'arrogance silencieuse n'est pas de l'arrogance vide, c'est de l'autocontrôle, de l'indépendance et la certitude de ne pas avoir à prouver sa valeur. Les stoïciens l'ont enseigné il y a des siècles. Le véritable pouvoir ne se perd pas dans des discussions inutiles, ni ne s'effondre face aux provocations. Il reste ferme au milieu de la tempête. Cette fermeté est celle qui génère le respect, attire l'admiration et suscite la curiosité sans prononcer un seul mot. Cette vidéo vous montrera comment arrêter de chercher la validation, comment transformer le calme en votre plus grande arme et comment utiliser le silence pour projeter une présence qui parle d'elle-même. Parce que le véritable charisme ne fait pas de bruit, il se ressent, se remarque et se respecte. 1. Parle avec ta présence, pas avec des mots. Arrête de gaspiller ta salive à expliquer au monde qui tu es. Si tu dois convaincre les autres de ta valeur avec des discours interminables, tu es déjà en train de perdre. Les gens écoutent, mais oublient ce que tu dis. En revanche, ils n'oublient jamais ce que tu transmets lorsque tu entres dans une pièce. Ta présence est ta carte de visite la plus puissante, et elle n'a pas besoin de bruit ni de fioritures. Le problème est que l'on nous a appris à croire que le respect se gagne avec des phrases intelligentes, des réponses rapides, un ton plus fort que celui des autres. Mais le véritable respect naît de quelque chose de beaucoup plus simple et difficile à la fois, ta façon d'être. Un individu qui se sent sûr de qui il est n'a pas besoin de se parer de mots. On le voit dans son regard, dans sa posture, dans sa façon de marcher et même dans le rythme de sa respiration. Pense à ces personnes qui, lorsqu'elles apparaissent, n'ont pas besoin de se présenter. Tout le monde tourne la tête parce qu'elles sentent que quelque chose en elles se démarque. Ce n'était pas leur voix qui attirait l'attention, mais l'air de fermeté qu'elles dégageaient. C'est ce qu'on appelle parler avec présence. C'est une qualité qui ne dépend ni de la génétique ni de la chance, mais des habitudes mentales et physiques. Pour développer cette présence, tu dois commencer par contrôler ton langage corporel. Redresse ton dos, détends tes épaules, lève le menton sans paraître arrogant, regarde dans les yeux quand quelqu'un te parle. Tu n'as pas à feindre quoi que ce soit, mais tu dois montrer par ta posture que tu ne vis pas recroquevillé ni en demandant la permission d'exister. Un corps fermé et rétracté dit au monde que tu ne te fais pas confiance. Un corps qui se tient fermement, sans rigidité, parle de quelqu'un qui sait qui il est. Le calme fait également partie de cette présence. Si tu t'agites à chaque mot que tu entends, ou si tu te montres anxieux tout le temps, tu perds en magnétisme. Maintenir une respiration posée, des mouvements mesurés et des expressions contrôlées projette une puissance intérieure. L'arrogance silencieuse n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise de soi. Celui qui ne perd pas le contrôle de son corps ni de sa voix démontre sa force. Une autre clé est ton énergie mentale. Avant d'entrer n'importe où, rappelle-toi que tu n'es pas là pour impressionner qui que ce soit. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour être là. Cette idée, répétée chaque jour, te donne un type de sécurité qui se reflète dans ta façon de regarder et de bouger. Quand tu ne cherches pas l'acceptation, ton corps cesse de la demander et commence à la transmettre. Pratique le silence stratégique. Souvent, nous avons l'impression que nous devons remplir chaque pause avec des mots par peur du vide. Apprends à rester silencieux sans te sentir mal à l'aise. Ce silence crée un espace que les autres remarquent et respectent.
Un commentaire bref, fait au moment exact et avec une voix ferme, vaut plus que 10 phrases lancées avec nervosité. Le stoïcisme enseigne que ce que tu contrôles est en toi, ton attitude, tes gestes, ta sérénité. Cultiver cette harmonie interne fait que tu ne dépendes pas des ornements externes. Ta présence commence à transmettre la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Cette cohérence, bien que personne ne puisse l'expliquer avec des mots, est perçue immédiatement et te fait ressortir. Parler avec présence n'est pas une question d'ego, mais de maîtrise de soi. Chaque pas que tu fais, chaque geste que tu choisis, chaque silence que tu gardes, devient un message que le monde lit sans que tu ouvres la bouche. Le respect authentique ne se mendie pas, il ne se crie pas, il s'impose par la façon dont tu te tiens face à la vie. Lorsque tu maîtrises cette énergie silencieuse, tu découvriras que tu n'as plus besoin de tant de mots pour être entendu. 2. Garde le silence pour avoir plus de pouvoir. Le silence est une arme que très peu de personnes savent manier. Dans un monde où tout le monde se bat pour avoir le dernier mot, celui qui choisit de se taire n'est pas faible, il est dangereux. Le silence déconcerte, désarme et surtout donne du pouvoir. C'est l'outil de ceux qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit pour laisser leur marque. Pense à ceci, le bruit provient presque toujours de l'insécurité. Les personnes qui craignent d'être ignorées remplissent chaque espace avec des phrases inutiles. Elles veulent être entendues, même si elles n'ont rien de précieux à dire. En revanche, celui qui garde le silence semble posséder quelque chose que les autres n'ont pas, le contrôle. Parce que se taire quand les autres s'attendent à ce que tu parles montre que tu ne te soumets pas à leurs attentes. Le silence te donne l'avantage de l'observation. Pendant que les autres s'épuisent à parler, tu écoutes, analyses, apprends, tu vois des gestes, remarques des incohérences, détectes des émotions que les mots essaient de cacher. Cette information invisible devient une force, car elle te permet d'agir avec clarté lorsque tu décides d'intervenir. Il ne s'agit pas d'être muet ou distant, mais d'utiliser les mots seulement lorsqu'ils apportent quelque chose. Chaque phrase prononcée avec intention pèse plus qu'une rivière de commentaires vides. En choisissant de te taire, tu entraînes ta patience et renforces ton caractère, car tu ne te laisses pas emporter par l'impulsion de répondre à tout. Le stoïcisme enseignait que le sage ne se précipite pas pour donner son avis. Marc Aurèle a écrit que beaucoup de ce que nous disons n'est pas nécessaire. Le supprimer économise du temps et évite des paroles et des actes superflus. Lorsque tu apprends à garder le silence, tu cesses d'être réactif et commences à agir à partir de la réflexion. Cela ne te rend pas seulement plus respecté, mais aussi plus imprévisible. Et l'imprévisibilité intimide ceux qui cherchent à te manipuler. Le silence protège également ton énergie émotionnelle. Tu n'as pas à expliquer chaque décision, ni à te justifier devant ceux qui ne sont pas disposés à te comprendre. Les personnes qui cherchent à te provoquer se désespèrent lorsque tu ne leur réponds pas. Elles se nourrissent de tes réactions, et en les privant de celles-ci, elles perdent leur pouvoir sur toi. Se taire, en ce sens, est une déclaration silencieuse de souveraineté. L'un des plus grands avantages du silence est qu'il transforme la perception que les autres ont de toi. Une personne réservée suscite la curiosité. Les gens ont tendance à supposer que celui qui ne parle pas beaucoup doit avoir plus que ce qu'il montre. Ce mystère augmente ta valeur perçue, non pas parce que tu prétends quelque chose, mais parce que tu ne donnes pas tout immédiatement. Pour appliquer le pouvoir du silence dans la vie quotidienne, commence par contrôler les pauses. Ne réponds pas instantanément chaque fois que quelqu'un te parle. Laisse passer quelques secondes avant de répondre et fais-le calmement. Dans les discussions, écoute plus que tu ne parles. Et souvent, l'argument le plus percutant est celui qui n'est pas prononcé. Pratique également le silence intérieur. Ne remplis pas ton esprit de conversations inutiles. En t'entraînant à penser clairement et à éviter des mots qui ne construisent rien, ta communication externe devient plus précise et plus percutante. Le véritable charisme n'a pas besoin de crier. Celui qui apprend à se taire maîtrise son ego, protège sa paix et gagne en influence sans élever la voix. Lorsque le silence devient ton allié,
Ta seule présence commence à dire ce que tu essayais auparavant d'expliquer avec 1000 phrases, que tu n'as pas besoin de bruit pour avoir du pouvoir. 3. Laisse tes actions parler pour toi. Rien ne révèle plus une personne que ce qu'elle fait quand personne ne la regarde. Les mots peuvent impressionner un instant, mais ce sont les actions qui construisent ou détruisent le véritable respect. L'arrogance silencieuse ne cherche pas à convaincre par des discours, mais à démontrer par des faits. C'est pourquoi celui qui se concentre sur l'action cesse d'être un écho de plus dans le bruit du monde et devient une voix qui transcende sans parler. Dans une société obsédée par les apparences, montrer ses réalisations est devenu presque aussi important que de les atteindre. Beaucoup pensent que s'ils ne le publient pas, cela ne compte pas. Mais la vraie valeur n'a pas besoin de témoins. Un geste cohérent, une décision ferme prise en silence, un travail bien fait sans demander d'applaudissements, en disent plus sur ton caractère que toute promesse prononcée avec éloquence. Le problème de dépendre des mots est que le monde est plein de promesses vides et de discours embellis. Tout le monde peut dire qu'il changera, qu'il fera, qu'il essaiera, mais peu se lèvent chaque jour et agissent en conséquence. C'est là que le respect se gagne, dans la constance silencieuse, pas dans l'intensité de ce qui est dit. Lorsque tu laisses tes actions parler pour toi, tu accomplis 2 choses puissantes. D'abord, tu libères ton énergie du besoin de convaincre les autres. Tu la concentres sur ce qui compte vraiment, agir. Le stoïcisme valorisait ce principe plus que tout talent pour le discours. Épictète disait « Ne te vante pas de philosopher, agis selon la philosophie ». C'est un rappel que la grandeur se mesure par la façon dont tu vis, pas par la façon dont tu parles de vivre. Pour appliquer ce principe à la vie quotidienne, commence par réduire les promesses. Ne dis pas que tu vas changer, commence simplement à changer. N'annonce pas que tu as des objectifs, travaille dessus en silence jusqu'à ce que les résultats parlent. Si tu décides d'améliorer ta discipline, fais-le sans le dire. Si tu vas établir des limites, fais-le avec des actions, pas avec des explications interminables. De plus, veille à ce que tes actes soient cohérents avec ce que tu dis. L'incohérence tue le respect plus rapidement que l'échec. Si tu affirmes que tu valorises ton temps, ne le gaspille pas dans des situations qui contredisent cette affirmation. Si tu parles de force, mais que tu réagis avec impulsivité, ta présence perd de son poids. La cohérence, silencieuse mais visible, est ce qui génère une véritable admiration. Un autre aspect important est que les actions silencieuses ont tendance à désarmer ceux qui cherchent la confrontation. Une personne qui essaie de te provoquer se sent frustrée lorsqu'elle n'obtient pas de réponse verbale et, à la place, reçoit des limites claires posées par des faits. Se retirer d'une conversation toxique, ne pas céder à la pression, rester calme sans prononcer un mot. Le respect le plus profond naît lorsque les gens observent ce que tu fais, pas lorsqu'ils écoutent ce que tu dis. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vision de la vie si ton comportement la reflète. Le véritable leadership émerge lorsque les autres veulent imiter ce que tu fais, pas lorsque tu essaies de les persuader avec des discours. Laisser tes actions parler pour toi, c'est en essence libérer ton temps et ta voix de ce qui est superficiel pour le consacrer à ce qui construit. C'est marcher sans hâte, mais avec fermeté, sachant que chaque pas silencieux laisse des traces plus profondes que 1000 mots au vent. Lorsque tu comprends cela, tu découvres que tu n'as pas besoin de déclarer ta force. Elle est déjà visible. 4. Protège ta vie privée et ton mystère. Dans un monde devenu accro à tout montrer, garder quelque chose en réserve semble presque subversif. Les gens exhibent leur intimité comme s'il s'agissait d'un trophée, pensant que plus ils partagent, plus ils deviennent précieux. La réalité est le contraire. Ce que tout le monde connaît perd de son charme. Le mystère n'est pas un tour bon marché, c'est une forme de pouvoir. Il y a une règle silencieuse que les individus ayant une véritable présence connaissent. Ne donne pas accès à ta vie personnelle à n'importe qui. Chaque détail que tu révèles sur toi est un morceau de territoire que tu cèdes. Quand tout est exposé, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible cesse d'être intéressant. Celui qui conserve une certaine réserve suscite le respect,
car il montre qu'il s'appartient à lui-même et n'a pas besoin de la validation des autres. Protéger ta vie privée ne signifie pas devenir hermétique ou méfiant envers tout le monde, mais apprendre à discerner quelle partie de toi mérite d'être partagée et avec qui. Tous les accomplissements n'ont pas besoin d'être publiés. Toutes les émotions ne doivent pas être racontées. Tous les plans ne doivent pas être annoncés. Parfois, le plus sage est de permettre aux autres de ne voir que le résultat, pas le processus ni les doutes qui l'ont accompagné. Le mystère est puissant parce qu'il oblige les autres à imaginer. Et ce qu'ils imaginent est souvent plus grand que tout ce que tu pourrais dire. Les gens remplissent les silences avec leurs propres interprétations. Cela maintient l'intérêt vivant et te donne le contrôle sur ton récit. Quand tu révèles tout, tu cesses d'être une énigme et tu deviens une histoire ennuyeuse que n'importe qui peut lire du début à la fin. Le stoïcisme enseigne à cultiver la force intérieure sans attendre d'applaudissements. Sénèque avertissait que montrer trop ses émotions et ses pensées te rend vulnérable au jugement des autres. Garder certains aspects en silence protège non seulement ta dignité, mais aussi ta tranquillité d'esprit. Un exercice pratique pour protéger ta vie privée est de cesser d'annoncer chaque pas que tu fais. Si tu travailles sur un objectif, garde-le pour toi jusqu'à ce qu'il soit tangible. Si tu traverses une période difficile, partage-la seulement avec des personnes de confiance absolue. Ne donne pas à tout le monde la clé de ton monde intérieur. Un autre point essentiel est de faire attention à ce que tu publies sur les réseaux sociaux. L'exposition constante non seulement affaiblit ton aura de mystère, mais donne aussi aux autres les outils pour donner leur avis, te juger ou même te manipuler. Publier moins ne te rend pas moins intéressant. Au contraire, cela te rend plus intrigant. Ne confonds pas non plus le mystère avec l'isolement. Être réservé ne signifie pas vivre sur la défensive ni se cacher du monde. Tu peux être chaleureux, sociable et attentionné, mais avec des limites claires sur ce que tu partages. Protéger ta vie privée, c'est aussi protéger ton énergie émotionnelle. Tu n'auras pas à passer du temps à expliquer des décisions, à justifier des changements ou à défendre tes choix face aux curieux. Ce silence sélectif te donne de la liberté. Et la liberté se ressent et se voit. Le respect pour quelqu'un de réservé naît de l'intuition qu'il garde un monde propre qu'il n'a pas besoin d'exhiber. Cela crée une fascination naturelle. Les gens admirent ceux qui ne dépendent pas de l'approbation des autres. Lorsque tu construis une vie riche à l'intérieur et apprends à ne pas l'exposer au jugement de tous, tu découvres que ton mystère devient une forteresse. Moins de bruit, moins de jugement, plus de pouvoir. 5. Ignore les provocations et garde le contrôle. Rien ne montre aussi clairement de quoi tu es fait que ta réaction face à une provocation. Celui qui explose au premier commentaire révèle que sa paix appartient à quelqu'un d'autre. Celui qui reste serein démontre que sa boussole est à l'intérieur et non dans la bouche de l'autre. L'arrogance silencieuse n'est pas de la froideur ou de l'indifférence. C'est la maîtrise de soi en action. Une forme de pouvoir qui n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. À cette époque de réponses instantanées, la réaction est la monnaie bon marché. Beaucoup confondent l'impulsion avec le caractère et pensent que répondre rapidement est synonyme de force. C'est le contraire. La précipitation expose tes points faibles, tandis que la pause te rend le volant. Lorsque tu choisis de ne pas mordre à l'hameçon, tu rends évident que personne ne te dirige de l'extérieur. Le provocateur cherche deux choses, ton énergie et ton attention. Si tu les lui donnes, tu deviens un acteur de son scénario. Sinon, tu le forces à affronter son propre vide. Le silence stratégique n'est pas de la lâcheté, c'est du leadership émotionnel. Il permet d'observer mieux, de détecter l'intention réelle et de décider si cela vaut la peine de dépenser un seul mot. Les stoïciens l'ont compris avec précision. Ce qui te dérange n'est pas le fait, mais le jugement que tu en fais. Épictète insistait sur l'entraînement de l'esprit à distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Tes pensées, ta respiration, ton ton et ta posture sont dans ton champ. L'ego des autres, non. En te souvenant de cela, la provocation perd son venin et devient un bruit de fond. Application directe. Premièrement, pause consciente.
respire profondément et compte mentalement 3 fois avant de répondre. Cette micro-distance désactive l'impulsion et allume la lucidité. Deuxièmement, décide si une réponse est nécessaire. Si le commentaire cherche à humilier, coupe la scène avec un « je n'entrerai pas dans ce jeu » et continue ton chemin. Troisièmement, si tu dois répondre, fais-le brièvement, clairement et sans émotion supplémentaire. La sérénité désarme plus que tout argument brillant. Ton corps doit raconter la même histoire. Dos droit, épaules détendues, mâchoire relâchée, regard franc. N'envahis pas, ne recule pas. Garde les mains visibles et calmes, le volume bas et stable. Cette économie de gestes communique l'autorité sans agression. Les gens lisent le corps avant les idées, et un corps calme annonce qu'il n'y aura pas de reddition. Évite de te justifier par habitude. Expliquer trop, c'est ouvrir la porte à des négociations interminables. Si ta limite est claire, répète-la sans fioriture ni excuse. La fermeté bienveillante coupe le circuit du drame et protège ton énergie pour l'essentiel. Protège aussi ta conversation intérieure. Ne répète pas mentalement les offenses pendant des heures. Change de chaîne avec un rituel bref. Respire, redresse ta posture, regarde autour de toi et nomme 3 choses réelles dans le présent. Tu reviens du labyrinthe de l'ego à la clarté du concret. Ignorer les provocations n'est pas permettre les abus. C'est choisir le terrain sur lequel tu veux te battre et le prix que tu es prêt à payer. Parfois, le meilleur coup est de te retirer. D'autres fois, une phrase courte et une fermeture élégante. L'important est que la décision vienne de ton centre et non d'une impulsion programmée par la blessure. Entraîne-toi avec des micro-défis. Réponds à un message difficile quand tu es calme, laisse sans réponse le commentaire mordant, sors te promener avant de discuter, écris ta réponse et efface-la. Chaque fois que tu choisis la tempérance, tu renforces un muscle qui soutient toute ta présence. Quand tu maîtrises cet art, tu n'es plus réactif, tu es une référence. 6. Pose des limites fermes sans te justifier. Le respect commence lorsque tu apprends à dire « jusqu'ici » sans te sentir obligé de justifier chaque mot. Beaucoup de personnes perdent leur pouvoir parce qu'elles pensent qu'elles doivent expliquer chaque décision pour ne pas paraître dures ou égoïstes. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que les limites ne nécessitent pas de permission. Elles s'imposent. Elles ne se négocient pas avec des excuses. Lorsque tu expliques trop, tu laisses de la place pour que les autres remettent en question, manipulent ou essaient de te convaincre de changer ta position. Chaque justification que tu ajoutes affaiblit la clarté de ton non. Poser des limites fermes est un acte d'autocontrôle et en même temps d'auto-évaluation. C'est reconnaître que ta paix, ton temps et ton énergie méritent d'être protégés, sans avoir à défendre cette vérité devant quiconque. Le problème est que nous avons été formés pour plaire. Nous avons grandi en croyant que refuser une invitation, dire non à une faveur ou interrompre une conversation épuisante était impoli. C'est pourquoi tant de gens vivent surchargés, épuisés et amers. Ils sacrifient leurs propres limites pour rendre les autres confortables. L'arrogance silencieuse rompt ce schéma. Elle ne s'excuse pas de prioriser ce qui est important. Être ferme ne signifie pas être agressif. Cela signifie être clair, direct et rester calme tout en marquant l'espace qui ne doit pas être franchi. Par exemple, un simple « je ne peux pas » dit d'une voix calme a plus de poids qu'un long discours justifiant tes motifs. Le silence qui suit la limite est bien souvent le message le plus puissant. Le stoïcisme enseigne à agir selon ses propres principes et non en fonction de l'approbation externe. Marc Aurèle a écrit que le respect de soi doit guider nos choix, car personne ne peut bien vivre s'il renonce à ses valeurs pour plaire. Chaque fois que tu établis une limite, tu affirmes ton autonomie et renforces cette dignité intérieure. Pour le pratiquer dans la vie quotidienne, commence par reconnaître les domaines où tu cèdes le plus. Il se peut que tu répondes aux messages à toute heure, que tu acceptes des tâches qui ne te reviennent pas ou que tu écoutes des critiques que tu n'as pas demandées. Fais une liste mentale de ce que tu ne vas plus tolérer et commence à le rejeter avec des phrases courtes, sans fioriture ni excuses. La clé est de maintenir une communication calme mais inébranlable. Si quelqu'un insiste, répète la limite sans te perturber. Plus tu restes serein, plus il sera difficile pour les autres d'essayer de te faire pression.
Souviens-toi, les limites ne se discutent pas, elles se maintiennent. Ton langage corporel doit également accompagner cette fermeté. Une posture droite, un contact visuel direct et un ton de voix stable renforcent le message sans avoir besoin de hausser la voix. Le corps communique que tu n'es pas ouvert à des négociations inutiles. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne tes raisons. Souvent, expliquer ne fait qu'alimenter les conflits ou invite à des débats qui n'ont pas de sens. Si tu décides de t'éloigner d'un environnement nuisible ou de dire non à une demande injuste, ta décision est suffisante. Les personnes qui te respectent vraiment n'ont pas besoin d'une liste de raisons pour l'accepter. Lorsque tu apprends à poser des limites fermes, tu récupères ton énergie et ton temps. Tu découvres que tu n'as pas à vivre à la merci des attentes des autres, ni à gaspiller des mots pour justifier chaque pas. Cela te donne un sentiment de liberté silencieuse, un type de présence que les autres remarquent, quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner, quelqu'un qui sait protéger ce qui lui appartient. C'est là le véritable pouvoir d'une limite. Elle ne protège pas seulement ton espace, elle élève également ta valeur aux yeux des autres. 7. Sois gentil, mais jamais complaisant. La véritable force ne réside pas dans le durcissement du cœur, ni dans le traitement froid des autres, mais dans la capacité à équilibrer la gentillesse avec la fermeté. Être gentil est un signe de sécurité intérieure. Être complaisant, en revanche, est un signe de faiblesse déguisée en bonté. L'arrogance silencieuse n'a pas besoin de piétiner quiconque pour s'imposer, mais elle ne se courbe pas non plus pour plaire à tous. Dans un monde qui confond sympathie avec soumission, beaucoup pensent qu'ils doivent sourire à tout, céder à tous et éviter le conflit à tout prix. Cette attitude ne génère que de l'épuisement émotionnel et fait perdre le respect des autres. La véritable gentillesse naît du choix, non de l'obligation. C'est l'acte de traiter avec dignité ceux qui le méritent, sans sacrifier sa propre dignité dans le processus. La différence est subtile mais puissante. Le complaisant cherche l'approbation, craint le rejet et agit pour ne pas déranger. Le gentil offre du respect, mais ne permet pas les abus. Celui qui est complaisant dit oui pour ne pas paraître difficile. Celui qui est gentil sait dire non sans cesser d'être courtois. L'arrogance silencieuse réside dans cette capacité à maintenir une présence calme et cordiale, tout en restant ferme dans ses propres limites. Le stoïcisme enseignait que la vertu du caractère ne dépend pas de l'opinion des autres, mais d'agir conformément aux principes. Sénèque avertissait que bien traiter les autres ne signifie pas leur accorder tout ce qu'ils demandent. Pour appliquer cet équilibre dans la vie quotidienne, commencez par examiner vos motivations. Demandez-vous, suis-je gentil parce que je le veux ou parce que je crains le conflit ? Si vous découvrez que vous souriez souvent juste pour éviter les problèmes, il est temps de renforcer votre caractère. La courtoisie perd sa valeur lorsqu'elle devient un masque de peur. Commencez par utiliser un langage clair et direct. Vous pouvez refuser une proposition avec respect, vous pouvez corriger quelqu'un sans l'humilier et vous pouvez vous défendre sans crier. La gentillesse n'est pas incompatible avec la fermeté. En fait, les personnes les plus respectées sont souvent celles qui parviennent à maintenir un ton cordial, même lorsqu'elles fixent des limites. Le langage corporel joue un rôle crucial. Gardez une posture ouverte mais sûre, une expression détendue mais attentive. Vous n'avez pas besoin de durcir votre visage ou de froncer les sourcils pour que votre position soit prise au sérieux. La sérénité communique plus de force que l'hostilité. Une autre pratique essentielle est de ne pas donner d'explications inutiles. Si vous décidez de ne pas participer à quelque chose ou de mettre de la distance avec quelqu'un, vous n'avez pas à vous justifier avec de longues histoires. Un simple « je ne peux pas » ou « je préfère ne pas le faire » suffit. La gentillesse réside dans le respect avec lequel vous le dites, pas dans le nombre de raisons que vous donnez. Rappelez-vous que la véritable gentillesse n'est pas la soumission. C'est de traiter avec respect, même lorsque vous dites non. Cela génère un type d'autorité tranquille. Les gens apprennent qu'ils peuvent faire confiance à votre parole, que votre cordialité n'est pas une faiblesse, et que vous n'essayez pas de gagner de l'affection avec des flatteries vides. Lorsque vous réussissez à être gentil, sans être complaisant, vous vous libérez du besoin d'approbation.
Vous projetez de la sécurité parce que votre traitement est un choix, pas une obligation. Cette sérénité éduque les autres sur la façon de vous traiter et inspire en même temps le respect, car elle montre clairement que la bonté, lorsqu'elle vient de quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, est beaucoup plus puissante que toute dureté forcée. 8. Renforce ton indépendance émotionnelle. La plupart des gens pensent que la force se mesure à ce que l'on peut porter sur ses épaules. Mais le véritable poids qui fait s'effondrer les gens n'est pas physique. Ce sont les émotions incontrôlées. Celui qui dépend des autres pour se sentir précieux, aimé ou en paix, arrête d'accepter ce qui te vole la paix. La plupart des blessures que tu portes ne sont pas nées en toi. Elles ont été infligées par d'autres, des critiques déguisées en conseils, des attentes que tu n'as jamais demandées, des fautes d'autrui que tu as portées par peur de décevoir. Si tu n'apprends pas à dire « je ne reçois pas cela », tu resteras prisonnier de mots et d'attitudes qui ne méritent pas de place dans ta vie. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent ou font, mais tu peux décider de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Marc Aurèle a écrit que rien d'extérieur ne peut te nuire à moins que tu n'ouvres la porte. C'est le pouvoir que nous oublions d'exercer lorsque nous permettons à l'opinion d'autrui de dicter notre valeur. Nous vivons entourés de voix qui tentent de nous modeler, des proches qui imposent leurs attentes, des connaissances qui critiquent sans construire, des personnes qui confondent soutien et contrôle. Chaque fois que tu cèdes à ces voix, tu donnes un morceau de ta liberté. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'apprendre à reconnaître ce que tu ne devrais pas accepter, même si cela vient de quelqu'un de proche. Cette vidéo n'est pas un réconfort, c'est un appel à l'alerte. Il y a 10 choses que tu ne devrais jamais recevoir de personne si tu veux garder ta dignité intacte. Des critiques destructrices à l'exigence de perfection. Il ne s'agit pas de t'isoler, mais de mettre des limites fermes, d'apprendre à filtrer ce qui arrive pour protéger ton esprit et ton caractère. Le changement ne dépend pas de la façon dont les autres te traitent mieux, il dépend de toi. De cesser de céder ta paix, de cesser de vivre selon les attentes des autres. La véritable force réside dans celui qui reste maître de lui-même, même au milieu des pressions extérieures. C'est ce que tu apprendras ici, à protéger ta liberté intérieure et à cesser d'accepter ce qui n'aurait jamais dû avoir de place dans ta vie. 1. Rejette la critique qui détruit. La critique a 2 visages. L'un te défie d'améliorer, l'autre cherche simplement à te briser. Le problème est que, par habitude ou par peur de paraître arrogant, nous avons tendance à accepter les deux comme s'ils valaient la même chose. C'est l'erreur que le stoïcisme te met en garde de ne pas commettre. Toutes les critiques ne méritent pas d'entrer dans ton esprit, et encore moins d'y rester à vivre. Il y a des gens qui donnent leur avis sans réfléchir, lançant des commentaires qui coupent plus qu'un couteau. Et il y a d'autres qui critiquent dans le but de te diminuer pour se sentir supérieur. Si tu n'apprends pas à distinguer entre une observation constructive et une qui cherche seulement à te couler, tu finiras par porter des déchets émotionnels qui ne t'appartiennent pas. Un commentaire blessant, lorsque tu le laisses entrer sans le remettre en question, devient un écho constant qui mine ton estime de soi de l'intérieur. Sénèque disait que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une instruction pratique. Quand quelqu'un lance des mots qui cherchent à te dévaloriser, tu as le choix de ne pas les adopter comme vérité. Ce que tu n'acceptes pas ne peut pas te définir. Mais voici le défi. L'esprit humain a tendance à se souvenir plus des mots négatifs que des mots positifs. C'est pourquoi tu as besoin de t'entraîner à filtrer. Rejeter la critique qui détruit ne signifie pas devenir sourd aux conseils. Cela signifie apprendre à écouter avec discernement. Demande-toi qui parle. Avec quelle intention le fait-il? Y a-t-il quelque chose d'utile derrière ces mots ou seulement du poison? Une critique qui t'offre une direction concrète pour grandir est un cadeau, même si elle fait mal. Celle qui cherche à t'humilier ne mérite même pas ta colère. Elle mérite seulement d'être rejetée. Pense à ceci. Accepter des critiques injustes, c'est comme laisser quelqu'un te donner des pierres à porter dans ta poche toute la journée. Peu importe ta force, tôt ou tard elles te pèseront et te ralentiront.
Chaque pierre est un commentaire que tu n'as pas filtré, un jugement que tu as pris pour le tien. Le stoïcien ne porte pas ce qui ne lui appartient pas. Il comprend que les mots des autres en disent plus sur celui qui les prononce que sur celui qui les reçoit. Si tu veux le pratiquer dans ta vie quotidienne, commence par quelque chose de simple. La prochaine fois que tu reçois un commentaire qui essaie de te rabaisser, fais une pause avant de réagir. Respire et demande-toi si cette opinion t'aide à t'améliorer dans quelque chose de réel. Si la réponse est non, ne la prends pas. Tu n'as même pas besoin de répondre. Le silence est une limite puissante. La force n'est pas dans le fait de taire la douleur des critiques, mais dans le refus de leur donner du pouvoir sur ton humeur. Lorsque tu décides de filtrer ce que tu entends, tu retrouves ta dignité. Et c'est l'une des plus grandes libertés que le stoïcisme enseigne, que personne n'a l'autorité de définir ta valeur plus que toi-même. Brise les chaînes des attentes. Rien ne pèse autant que de vivre sous le scénario que d'autres ont écrit pour toi. Les attentes des autres sont comme des fils invisibles qui, si tu ne les coupes pas, finissent par influencer chaque décision que tu prends. La famille qui espère que tu suivras leur chemin, les amis qui croient savoir ce qui est meilleur pour toi, la société qui dicte à quoi doit ressembler le succès. Si tu essayes de satisfaire tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même dans le processus. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté commence lorsque tu arrêtes de vivre pour satisfaire les autres. Épictète disait que celui qui cherche à plaire à tout le monde devient esclave de leurs opinions. Et cet esclavage est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle draine ton énergie et détruit ton authenticité. Chaque fois que tu cèdes aux attentes de quelqu'un, tu donnes un morceau de ta vie en échange d'une approbation qui n'est jamais suffisante. Briser ces chaînes ne signifie pas devenir quelqu'un de rebelle par fierté, mais apprendre à choisir ce qui est vraiment aligné avec tes valeurs. Demande-toi, cet objectif est-il le mien ou est-il le reflet de ce que quelqu'un d'autre veut pour moi? Si ce n'est pas le tien, pourquoi continues-tu à le porter? Les attentes des autres se présentent souvent comme des conseils, mais sont souvent des projections de frustration ou de peur qui ne te concernent pas. Lorsque tu permets aux attentes externes de gouverner tes pas, tu finis par vivre dans un état constant d'insatisfaction. Même si tu accomplis ce que les autres attendaient, tu auras le sentiment que ce n'est pas suffisant, parce que cela ne vient pas de ton propre désir. La vie devient une poursuite sans fin, une course dans laquelle tu ne franchis jamais la ligne d'arrivée. Le stoïcien, en revanche, décide de sa route et reste ferme, même si les voix autour de lui remettent en question son choix. Pour le pratiquer, commence par fixer une limite claire. Arrête de justifier chaque décision que tu prends. Tu n'as pas besoin d'explications détaillées pour ceux qui attendent que tu sois différent. Tes raisons sont valables, même si les autres ne les comprennent pas. Il est également utile de réduire l'habitude de chercher l'approbation avant d'agir. Chaque fois que tu repousses une étape par peur de décevoir, tu t'éloignes un peu plus de ton propre chemin. Imagine que les attentes des autres sont des sacs à dos que quelqu'un d'autre a accrochés à ton dos sans demander la permission. Tu peux marcher avec eux pendant un certain temps, mais ils ne sont pas à toi, et tôt ou tard, le poids te fera plier les épaules. Te libérer, c'est reconnaître les charges que tu n'as pas choisies et les lâcher avec détermination. Briser les chaînes des attentes n'est pas un acte de rébellion vide. C'est un acte de maturité. Cela signifie récupérer le droit de définir qui tu es et où tu vas. Quand tu apprends à dire « je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour moi », tu découvres une paix qu'aucune approbation externe ne peut t'acheter. C'est la victoire silencieuse du stoïcien, vivre sans chaînes invisibles. 3. Arrête de te comparer aux autres. La comparaison est un poison lent. Elle commence comme une étincelle innocente lorsque tu vois les réalisations de quelqu'un d'autre, mais elle se transforme rapidement en un feu qui consume ta paix intérieure. Se mettre en compétition par habitude avec les autres est l'un des pièges les plus courants que la société nous impose. Mesurer ta valeur en fonction de ce que les autres atteignent. Le problème est que cette course ne se termine jamais, car il y aura toujours quelqu'un qui a plus, quelqu'un qui est arrivé avant, quelqu'un qui semble aller plus vite.
Le stoïcisme enseigne que la seule compétition légitime est contre la version de toi-même d'hier. Marc Aurèle avertissait que se comparer aux autres est une perte de temps et d'énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler. Chaque personne a son propre terrain de bataille, ses batailles cachées et ses rythmes. Vouloir égaler ou surpasser ce que tu vois de l'extérieur est comme essayer de courir sur une piste qui n'est pas la tienne. Tu finiras épuisé et sans direction. La compétition constante déforme ta perception du succès. Au lieu de te demander si tu progresses dans ce qui compte vraiment pour ta vie, tu commences à mesurer chaque pas selon le regard des autres. Cette habitude vole le plaisir de tes propres réalisations, car ce que tu obtiens ne semble plus suffisant lorsque quelqu'un d'autre a quelque chose de différent. C'est une forme subtile d'esclavage émotionnel. Ta valeur devient un reflet de comparaison que tu ne contrôles pas. Renoncer à se comparer aux autres ne signifie pas se contenter de moins, ni perdre le désir de se surpasser. Cela signifie réorienter ton ambition là où elle a du sens. Grandir en discipline, en force et en caractère. Demande-toi si ce que tu cherches te rend meilleur, ou si c'est juste une course vide pour prouver quelque chose à ceux qui n'ont même pas d'importance dans ton histoire. Le stoïcien comprend que le véritable progrès ne se mesure pas en applaudissements ni en nombre, mais en la capacité de maintenir le calme et la cohérence avec ses principes. Le mettre en pratique dans la vie quotidienne nécessite du courage. La prochaine fois que tu ressens de l'envie ou de l'impatience pour rattraper quelqu'un d'autre, arrête-toi et examine cette émotion. Demande-toi, est-ce vraiment à moi ou est-ce juste une réaction à ce que je vois à l'extérieur? Lorsque tu identifies que c'est la deuxième option, laisse-la partir. Chaque minute que tu passes à te comparer aux autres est une minute que tu ne passes pas à construire ton propre chemin. Pense à un coureur qui se distrait en regardant ceux qui sont à ses côtés. Il perd de la vitesse et de la direction. Il en va de même dans la vie. L'attention que tu dépenses à observer le pas des autres est de l'énergie que tu voles à ta propre progression. Le stoïcien ne ignore pas le succès des autres, mais il ne le transforme pas en sa boussole. Arrêter de se comparer aux autres est une déclaration d'indépendance. C'est décider que ta valeur ne dépend pas de surpasser quelqu'un, mais de vivre en cohérence avec ce que tu valorises. Je n'ai qu'alors que chaque réalisation, aussi petite soit-elle, aura un sens réel et durable. 4. Ne dépendez pas du soutien conditionnel. Peu de choses sont aussi épuisantes que de vivre en attendant le soutien de personnes qui ne vous soutiennent que lorsque vous agissez selon leurs attentes. Ce type de soutien n'est pas authentique. C'est une monnaie d'échange. Ils vous offrent des paroles d'encouragement tant que vous suivez le chemin qu'ils ont approuvé. Mais ils vous retirent la main dès que vous décidez d'avancer vers ce qu'ils ne comprennent pas ou ne veulent pas que vous alliez. Si vous basez votre détermination sur ce type de soutien, vous devenez prisonnier des volontés d'autrui. Le stoïcisme enseigne que la vraie force naît de l'intérieur. Sénèque affirmait que l'homme qui dépend des autres pour rester ferme est perdu dès que ces autres s'éloignent. Le problème avec le soutien conditionnel est qu'il n'est jamais stable. Il change avec les intérêts, les humeurs et les limitations de ceux qui le donnent. C'est comme construire une maison sur du sable. Il suffit d'un changement de climat pour que tout s'effondre. Lorsque vous dépendez du soutien des autres pour avancer, vous donnez à quelqu'un d'autre le pouvoir de freiner ou d'accélérer votre vie. C'est une cession silencieuse de votre autonomie. Beaucoup de rêves se sont arrêtés à mi-chemin, non pas par manque de talent, mais par peur de perdre l'approbation de ceux dont ils attendaient le soutien. Le stoïcien comprend que le soutien est précieux, mais pas indispensable. Il est reconnaissant quand il l'a, mais ne s'arrête pas quand il manque. Apprendre à ne pas dépendre du soutien conditionnel implique de reconnaître que tout le monde ne comprendra pas votre vision. Et c'est bien. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde que votre chemin vaut la peine pour pouvoir continuer à avancer. Celui qui vous apprécie vraiment ne mettra pas de conditions à son soutien. Et celui qui le fait révèle que son intérêt n'est pas votre bien-être, mais de maintenir son influence sur vous. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petites décisions quotidiennes.
Ne reportez pas un projet simplement parce que vous ne recevez pas l'enthousiasme que vous espériez. Ne changez pas un objectif personnel par peur de décevoir quelqu'un. N'abandonnez pas votre but parce que les autres n'applaudissent pas. Agir avec fermeté, même lorsque vous marchez sans applaudissements, est un exercice de force stoïcienne. Pensez à un navigateur qui décide de sa route en fonction des vents d'applaudissements. Il n'arrivera jamais à bon port, car il y aura toujours des courants qui changent de direction. C'est ainsi que sont les opinions des autres, variables, inconstantes et souvent sans rapport avec votre destin. Ne pas dépendre du soutien conditionnel ne signifie pas se fermer au conseil ou à l'affection sincère. Cela signifie apprendre à avancer même lorsque l'environnement ne vous pousse pas. La plus grande sécurité vient de la confiance en votre propre jugement et en la cohérence avec vos principes. Lorsque vous cessez de vivre à la merci du soutien des autres, vous découvrez que la vraie force a toujours été en vous, attendant que vous cessiez de demander la permission de l'utiliser. 5. Dis non sans culpabilité. Dire non semble simple, mais pour beaucoup, c'est presque un acte de trahison. On nous a appris à plaire, à éviter les conflits, à céder pour ne pas paraître égoïste. Sans nous en rendre compte, nous passons des années à accepter des engagements que nous ne voulons pas, à tolérer des comportements qui nous épuisent et à dire oui, alors qu'à l'intérieur nous crions assez. Le prix de cette habitude est élevé. Tu perds du temps, de l'énergie et surtout du respect pour toi-même. Le stoïcisme considère que dire non, quand c'est nécessaire, n'est pas de la froideur, mais un acte de justice envers soi-même. Épictète enseignait que nous ne devons pas sacrifier notre tranquillité pour nous conformer aux désirs des autres. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui va à l'encontre de tes principes, tu dis non à ta propre paix. C'est un échange injuste qui ne fait qu'alimenter le ressentiment silencieux. La culpabilité que nous ressentons en refusant ne vient pas de la décision, mais de la croyance que nous sommes obligés de plaire. Beaucoup de personnes utilisent cette culpabilité comme un outil de manipulation. Ils insinuent que tu les déçois, que tu es ingrat ou égoïste. Le stoïcien reconnaît ce piège émotionnel et ne permet pas qu'il le détourne de ce qui est juste. Tu n'as pas à justifier une limite qui protège ton bien-être. Dire non fermement ne signifie pas le faire avec agressivité. Cela signifie parler clairement et sans excuses inutiles. Un non honnête, dit avec respect, est plus digne qu'un oui forcé qui se transforme tôt ou tard en ressentiment. Chaque fois que tu refuses quelque chose qui n'est pas bon pour toi, tu renforces ton caractère et envoies un message clair. Ton temps et ton énergie ont de la valeur. Le mettre en pratique dans la vie quotidienne nécessite du courage au début. Commence par les petites limites. Refuse cette invitation que tu sais qui t'épuisera. Ne réponds pas aux messages qui cherchent seulement à t'entraîner dans des discussions inutiles. Arrête l'habitude d'accepter des faveurs que tu ne souhaites pas rendre. Avec le temps, tu remarqueras que le monde ne s'effondre pas quand tu dis non et que les personnes qui te respectent vraiment apprennent à l'accepter sans reproche. Imagine une jarre d'eau dont tout le monde peut se servir quand il le souhaite. Et tôt ou tard, elle sera vide. Et tu ne pourras pas offrir même à celui qui en a vraiment besoin. Dire non, c'est fermer le robinet aux excès pour conserver l'essentiel. Dire non sans culpabilité, c'est reprendre l'autorité sur ta vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Tu choisis où investir ton temps et ton énergie au lieu de les donner par obligation. Cette liberté de choisir à qui et à quoi tu dis oui est l'une des bases de la force stoïcienne, car seul celui qui sait refuser ce qui l'affaiblit peut se concentrer sur ce qui le fait grandir. 6. Ne porte pas les fautes des autres. L'une des charges les plus lourdes que tu peux porter n'est pas la tienne, mais celle que les autres placent sur tes épaules. Souvent, nous acceptons des fautes qui ne nous appartiennent pas. Des parents qui rendent leurs enfants responsables de leurs frustrations, des partenaires qui blâment l'autre pour leurs insécurités, des amis qui transforment leurs erreurs en ton obligation de les réparer. Si tu n'apprends pas à reconnaître et à rejeter ce fardeau, tu passeras ta vie à essayer de résoudre des problèmes qui ne sont pas nés de toi, perdant la force de t'occuper de ce qui est réellement sous ton contrôle.
Le stoïcisme enseigne que chaque personne est maître de ses actes et de leurs conséquences. Marc Aurèle rappelait que personne ne peut porter ta vertu ni toi celle des autres. Chacun doit affronter le poids de ses propres décisions. Cependant, nous avons tendance à tomber dans le piège de confondre empathie et responsabilité. Être empathique ne signifie pas devenir le dépôt des fautes des autres. Accepter les fautes des autres, c'est permettre à d'autres de définir ton identité à partir de leurs échecs. Peu à peu, tu t'habitues à t'excuser pour des choses qui n'ont jamais été entre tes mains et à vivre avec la peur de décevoir ceux qui attendent que tu résolves ce qu'ils ont eux-mêmes causé. Cela amine l'estime de soi et déforme ton sens de la justice interne. Tu commences à croire que peu importe ce que tu fais, tu devras toujours quelque chose. Rejeter ces fautes ne te rend pas insensible ni égoïste. Cela te rend juste. Tu ne peux pas guérir les blessures émotionnelles des autres en assumant des responsabilités qui ne te reviennent pas. Le stoïcien agit avec compassion quand il peut aider, mais jamais au détriment de sa propre intégrité pour éviter le travail que les autres doivent faire eux-mêmes. Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique chaque fois que tu détectes que quelqu'un essaie de te transférer le poids de ses décisions. L'ami qui arrive toujours en retard et te blâme de ne pas l'avoir attendu, le collègue qui échoue dans son travail et te pointe du doigt pour ne pas l'avoir prévenu, le membre de la famille qui te rend responsable de son malheur. La pratique consiste à établir une limite interne. Ceci ne m'appartient pas, je ne vais pas le porter. Un exercice utile est de te demander avant d'accepter cette faute, avais-je un véritable contrôle sur la situation? Si la réponse est non, alors ne prends pas le poids émotionnel. Tu peux offrir du soutien, des conseils ou de la compréhension, mais pas ta paix ni ton sens de la valeur. Pense à un voyageur qui, par courtoisie, accepte de porter les bagages des autres sans vérifier ce qu'ils contiennent. Il se retrouve bientôt à porter des pierres pendant que les autres marchent légers. C'est ainsi que fonctionne la faute des autres. Elle occupe de l'espace, épuise et retarde ta propre progression. Te libérer des fautes qui ne te reviennent pas, c'est récupérer de l'espace pour ce que tu peux réellement changer, tes actes, tes réactions et ta croissance. C'est une marque de respect pour toi-même et aussi une leçon silencieuse pour les autres. Chacun doit porter son propre bagage. 7. Affronte la peur de face. La peur est comme une ombre. Plus tu recules pour l'éviter, plus elle semble grande. Beaucoup de gens vivent limités, non pas par leur capacité, mais par les peurs qu'ils ont laissées grandir en silence. Le problème n'est pas de ressentir de la peur, car c'est une émotion naturelle. Le problème est de lui céder le gouvernail de ta vie. Chaque fois que tu fuis ce que tu crains, tu renforces la chaîne qui te lie. Le stoïcisme enseigne que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir malgré elle. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, car la peur a tendance à peindre des scénarios exagérés qui se produisent rarement. Tant que tu les nourris par l'évasion, ils continueront à gagner du terrain. Ils ne perdent de la force que lorsque tu décides de les regarder dans les yeux. La peur n'est pas un ennemi que tu dois détruire. C'est un messager qui révèle où sont tes limites internes. Au lieu de fuir, le stoïcien l'utilise comme une boussole. Si quelque chose te fait peur, mais est important pour ta croissance, c'est un signe qu'il y a une porte que tu dois franchir. Chaque pas vers ce que tu craignais réduit son pouvoir et augmente le tien. Affronter la peur ne signifie pas t'exposer sans préparation ni agir impulsivement. Cela signifie cesser de repousser les décisions que tu sais que tu dois prendre. Cela peut être la conversation inconfortable que tu as évitée pendant longtemps, la démission que tu crains de faire, le changement qui retarde ton bonheur. La peur perd de son pouvoir lorsque tu la nommes et la traverses avec des pas petits mais fermes. Dans la vie quotidienne, un exercice stoïcien consiste à décomposer la peur. Demande-toi ce qui est le pire qui pourrait vraiment t'arriver si tu agis. La plupart du temps, tu découvriras que les conséquences ne sont pas aussi terribles que ton esprit les a dessinées. Une autre pratique utile est d'accepter que tu ne peux pas contrôler le résultat, seulement ton action. Cette acceptation réduit l'anxiété qui nourrit la peur. Imagine que la peur est un mur peint sur un mur.
De loin, il semble solide, mais quand tu t'approches, tu découvres que c'est juste une illusion. Beaucoup des barrières que tu crois infranchissables sont des projections mentales qui disparaissent dès que tu fais le premier pas. Le stoïcien ne cherche pas à éradiquer la peur, il la transforme en un allié qui indique où il doit se renforcer. Chaque fois que tu décides d'agir malgré la peur, tu renforces ton caractère et la prochaine fois, cette peur aura moins de voix. Affronter la peur de face, c'est revendiquer ton droit de vivre en liberté. Tu arrêtes d'attendre le moment parfait qui n'arrive jamais et tu prends le contrôle de ton histoire. À la fin, tu découvres que la peur n'était grande que tant que tu la regardais de loin. 8. Renonce à la perfection. Poursuivre la perfection est comme essayer de rattraper l'horizon. Plus tu cours vers lui, plus il s'éloigne. Beaucoup vivent épuisés en essayant de respecter une norme qui n'existe pas. Et le pire est qu'elle n'est même pas la leur, mais imposée par le regard des autres. La perfection est une illusion qui vole du temps, de la paix et de l'authenticité, car elle exige toujours plus que ce que tu peux donner et ne concède jamais de satisfaction. Le stoïcisme enseigne que la vertu ne réside pas dans le fait d'être impeccable, mais dans le fait d'avancer avec constance et cohérence. Marc Aurèle rappelait que nous sommes humains, faits pour nous tromper, apprendre et nous corriger, pas pour correspondre à un moule inatteignable. Celui qui est obsédé par la perfection finit par être paralysé par la peur de l'erreur, et cette paralysie empêche le progrès qu'il désire tant. Chercher la perfection crée aussi une relation toxique avec les autres. Tu crois que tu ne seras digne d'amour, de respect ou de succès que si tu ne fais pas d'erreur. Cela génère de l'anxiété et de la méfiance envers le monde. Tu deviens dur avec toi-même et critique avec les autres, parce que tout ce qui s'écarte de l'idéal te semble inacceptable. Le stoïcien sait que l'erreur fait partie du processus et que la véritable force réside dans le fait de se relever encore et encore. Renoncer à la perfection ne signifie pas tomber dans la médiocrité, ni cesser de chercher à s'améliorer. Cela signifie accepter ta nature humaine et te concentrer sur le progrès réel. L'objectif est d'avancer un pas de plus chaque jour, pas de marcher sans tâche. Demande-toi, est-ce que ce que je cherche à perfectionner améliore vraiment ma vie ou est-ce que cela nourrit simplement mon besoin d'approbation ? Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique lorsque tu te permets de livrer un projet en sachant qu'il est suffisamment bon, même s'il n'est pas impeccable. Lorsque tu acceptes tes erreurs sans te punir sévèrement, lorsque tu reconnais que ta valeur ne dépend pas de la façon dont tout ce que tu fais semble poli. La pratique stoïcienne consiste à privilégier le but sur l'apparence. Pense à un sculpteur qui passe toute sa vie à polir la même pierre, convaincu qu'elle n'est pas encore prête à être montrée. Il meurt avec l'œuvre inachevée, non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il n'a jamais accepté qu'elle était déjà belle dans son imperfection. C'est ainsi que vivent ceux qui sont esclaves de la perfection. Ils oublient de vivre en essayant d'impressionner un juge invisible. Le stoïcien n'aspire pas à être parfait, il aspire à être intègre. L'intégrité consiste à agir selon tes principes, même lorsque tu commets des erreurs, à apprendre avec humilité et à corriger avec courage. Renoncer à la perfection, c'est te libérer d'une prison mentale. C'est faire de la place pour l'apprentissage, la croissance et la paix intérieure. Parce que lorsque tu arrêtes de t'exiger d'être impeccable, tu découvres que l'essentiel, ta valeur, ta dignité et ton but n'a jamais dépendu de la réalisation d'un idéal impossible. Cela, seul toi le sais. 9. Remercie seulement ce qui est essentiel. Remercier est une vertu, mais remercier tout sans mesure peut devenir un piège. Nous vivons dans une culture qui confond gratitude avec conformisme et politesse avec soumission. On nous apprend à dire merci même pour ce que nous n'avons pas demandé, pour ce qui nous fait du mal, pour ce qui vient avec des conditions cachées. Cette habitude affaiblit la voix intérieure qui nous rappelle que tout ne mérite pas notre gratitude. Le stoïcisme enseigne que la gratitude doit naître de la raison et non de l'habitude. Marc Aurèle conseillait de reconnaître le bien quand il est vrai et de rejeter ce qui ne contribue ni à la vertu ni à la paix de l'âme.
Remercier seulement ce qui est essentiel, c'est apprendre à distinguer ce qui enrichit vraiment votre vie de ce qui cherche simplement à vous lier à une dette émotionnelle. Remercier pour tout peut vous faire tolérer l'intolérable. Des relations toxiques déguisées en faveur, des promesses brisées que vous acceptez avec un sourire, des miettes d'attention que vous confondez avec un soin authentique. Si vous ne savez pas filtrer, vous finissez par confondre gratitude avec soumission, et votre dignité s'érode peu à peu. Le stoïcien, en revanche, remercie sans perdre son jugement. Il reconnaît avec appréciation ce qui est précieux, mais ne se sent pas obligé par ce qui vient avec des chaînes. Le pratiquer dans la vie quotidienne nécessite de l'honnêteté. Remercie pour le temps sincère, pour la parole qui te pousse, pour le geste qui est donné sans attendre de récompense. Ne remercie pas ce qui est utilisé pour te manipuler ou ce qui est donné avec mépris. Apprends à dire « je n'ai pas besoin de ça » quand ce que tu reçois cherche à acheter ton silence, ta loyauté ou ton obéissance. Une pratique utile est de te demander « est-ce que ce que je reçois améliore mon caractère, ma paix, mon chemin ?» Si la réponse est non, cela ne mérite pas ta gratitude. Tu peux être poli, mais tu n'es pas obligé de te plier à ce qui ne te profite pas ou ne t'honore pas. La vraie gratitude est sélective, car elle reconnaît que ce qui est précieux n'est ni abondant ni trivial. Imagine un jardin où tu remercies chaque graine qui tombe, même les mauvaises herbes. Avec le temps, les fleurs se noient. C'est ce qui se passe quand tu remercies sans discernement. Tu donnes la même valeur à ce qui nourrit qu'à ce qui gêne, et tu finis entouré de ce qui n'aurait jamais dû rester. Remercier seulement ce qui est essentiel n'est pas être froid, c'est être conscient que ta gratitude est une ressource précieuse. Quand elle est offerte avec sincérité, elle élève autant celui qui la donne que celui qui la reçoit. Quand elle est gaspillée sur ce qui est nuisible, elle devient une chaîne invisible. Le stoïcien n'utilise pas la gratitude comme un masque pour supporter l'injustice. Il l'utilise comme un phare qui éclaire ce qui mérite vraiment de rester dans sa vie. Parce que l'essentiel n'est pas toujours abondant, mais c'est suffisant pour maintenir le respect de soi et des autres. Dis, fais de la patience ta force. Dans un monde qui idolâtre l'immédiateté, la patience semble être un luxe obsolète. Nous voulons des résultats aujourd'hui, des réponses maintenant, des changements instantanés. Cette hâte constante nous rend impatients envers les autres, le temps et nous-mêmes. Et ce que beaucoup ne voient pas, c'est que cette impatience est à la racine de beaucoup d'anxiété, de décisions impulsives et de conflits inutiles. Le stoïcisme considère la patience non pas comme une faiblesse, mais comme l'une des plus grandes formes de force. Sénèque disait que le temps guérit ce que la raison ne peut atteindre, et que savoir attendre avec sérénité est un signe de sagesse. La patience n'est pas de la résignation, c'est la discipline pour garder son calme tout en agissant avec constance, sans céder à la frustration que provoque le retard de ce que l'on désire. Vivre avec patience, c'est comprendre que les choses précieuses ne germent pas immédiatement. Le caractère se forme à travers des années d'habitude. Les relations solides grandissent avec un soin constant. Les réalisations significatives nécessitent de la répétition et un effort silencieux. Lorsque tu prétends accélérer ce qui par nature a besoin de mûrir, tu finis par détruire le processus. L'impatience est aussi une façon de céder le contrôle. Tu réagis à l'impulsion du moment au lieu d'agir guidé par tes valeurs. La personne patiente, en revanche, ne se laisse pas emporter par l'urgence externe. Elle choisit d'attendre parce qu'elle a confiance en sa préparation et dans le rythme naturel des événements. Ce calme conscient devient un bouclier contre le chaos émotionnel. Pratiquer la patience dans la vie quotidienne commence par accepter les temps de chaque étape. Tous les progrès ne sont pas visibles immédiatement. Parfois, le progrès se produit en silence, comme la graine qui germe sous terre avant de percer la surface. Cela nécessite aussi d'apprendre à tolérer l'inconfort de l'attente sans chercher des distractions destructrices ou des décisions précipitées. Une façon de la cultiver est de reconnaître que tu n'as pas toujours besoin de réagir à tout ce qui se passe. Le silence et la pause avant de répondre te permettent de choisir des mots plus sages et des actions plus efficaces.
Chaque fois que tu décides de ne pas te laisser emporter par l'urgence,